Imaginez un instant. C'est l'aube d'un jour d'été en l'an 479 avant notre ère. Le soleil commence à peine à illuminer les collines rocheuses de la Béotie, cette région centrale de la Grèce antique. L'air est lourd, chargé d'humidité et de tension. Sur les plaines près de la petite ville de Platée, plus de 100 000 hommes se préparent à s'affronter dans ce qui deviendra l'une des batailles les plus décisives de l'histoire humaine. D'un côté, l'immense armée perse de Mardonio, représentant la puissance apparemment invincible de l'empire achéménide. De l'autre, une coalition grecque inespérée, unie par le désir de vengeance et la soif de liberté. Mais pour comprendre vraiment cette bataille, pour saisir l'ampleur de ce qui s'est joué sur ces plaines poussiéreuses, nous devons remonter le temps. Nous devons retourner un an plus tôt, à un défilé étroit coincé entre la montagne et la mer, un endroit que le monde n'oubliera jamais. Un lieu appelé les Thermopyles. Les ombres des Thermopyles. L'histoire de Platée commence réellement aux Thermopyles, ce passage étroit où 300 Spartiates et leurs alliés ont affronté la mort avec un courage qui défie l'imagination. C'était l'été 480 avant notre ère, et la deuxième invasion perse de la Grèce était en marche. Le roi Xerxès Ier, fils de Darius le Grand, avait juré de venger la défaite humiliante de son père à Marathon 10 ans plus tôt. Mais Xerxès ne voulait pas simplement venger son père. Non, il voulait soumettre toute la Grèce, faire plier ces cités-États arrogantes qui osaient défier l'Empire perse, la plus grande puissance que le monde ait jamais connue. Xerxès avait rassemblé une armée d'une taille inimaginable. Les historiens antiques parlaient de millions de soldats, bien que les estimations modernes soient plus conservatrices, suggérant peut-être 150 000 à 250 000 hommes. Quelle que soit la taille exacte, c'était une force écrasante qui avançait vers le sud à travers la Thrace et la Macédoine, une marée humaine qui semblait devoir engloutir toute résistance sur son passage. Les cités grecques étaient terrifiées. Certaines se sont rendues immédiatement, offrant la terre et l'eau en signe de soumission. D'autres ont hésité, paralysées par la peur et l'indécision. Mais Sparte et Athènes, les deux grandes puissances de la Grèce, ont refusé de céder. Elles savaient ce qui les attendait si elles se rendaient, l'esclavage, la destruction de leur mode de vie, la fin de tout ce qu'elles chérissaient. Le roi Léonidas de Sparte, un homme d'environ 60 ans, vétéran de nombreuses campagnes militaires, savait que la Grèce avait besoin de temps. Les cités devaient pouvoir mobiliser leurs armées, préparer leur défense, coordonner leur résistance. Et pour gagner ce temps, quelqu'un devait tenir la ligne contre les Perses aussi longtemps que possible. C'est ainsi que Léonidas s'est porté volontaire pour défendre les Thermopyles. Les Thermopyles, littéralement les portes chaudes en raison des sources thermales de la région, étaient un passage stratégique essentiel. C'était le seul chemin terrestre pour une grande armée marchant du nord vers le centre et le sud de la Grèce. D'un côté se dressaient les montagnes abruptes, de l'autre la mer. Au point le plus étroit, le passage ne faisait que quelques mètres de large. C'était l'endroit parfait pour qu'une petite force disciplinée puisse tenir tête à une armée beaucoup plus nombreuse. Léonidas est parti de Sparte avec 300 de ses meilleurs guerriers, tous des hommes qui avaient des fils pour perpétuer leur lignée, car Léonidas savait que c'était une mission sans retour. Ils ont été rejoints par environ 7000 autres Grecs de diverses cités, formant une force totale d'environ 7000 à 8000 hommes. Ensemble, ils ont marché vers le nord pour affronter le destin. Quand Xerxès est arrivé aux Thermopyles et a vu la petite force grecque qui osait libérer la route, il a ri. Ou du moins, c'est ce que racontent les histoires. Il aurait envoyé un messager à Léonidas, lui ordonnant de déposer les armes. La réponse de Léonidas est entrée dans la légende, « Molon l'abbé, viens les prendre ». C'était une déclaration de défi absolu, un refus catégorique de céder un seul pouce de terrain. Pendant 2 jours entiers, les Grecs ont tenu bon. Les Perses ont lancé vague après vague de soldats dans le défilé étroit, mais les hoplites grecs, avec leurs longues lances, leurs grands boucliers et leurs formations serrées de phalanges, étaient imprenables. Les immortels Perses, l'élite de l'armée de Xerxès, ont été repoussés avec de lourdes pertes. Les corps s'empilaient dans le passage étroit, et le sang coulait dans la mer. Xerxès, dit-on, s'est levé de son trône 3 fois pendant la bataille, terrifié par ce qu'il voyait. Mais alors, la trahison est intervenue. Un Grec local nommé Éphialtès, espérant gagner la faveur perse et peut-être une récompense en or, a révélé à Xerxès l'existence d'un sentier de montagne qui contournait les Thermopyles. Les Perses ont envoyé une force durant la nuit pour emprunter ce chemin et prendre les Grecs à revers. Quand Léonidas a appris que les Perses contournaient sa position, il savait que tout était fini. Il a renvoyé la plupart des alliés grecs, leur ordonnant de partir pendant qu'ils le pouvaient encore, de vivre pour combattre un autre jour. Mais les 300 Spartiates sont restés. Ils ont été rejoints par 700 Thespiens qui ont refusé de partir, et 400 Thébains. Environ 1100 hommes au total ont choisi de rester et de faire face à leur destin. Le 3e jour, les Perses ont attaqué à l'aube, cette fois par devant et par derrière. Les Grecs savaient qu'il n'y avait aucun espoir de survie. Ils se sont battus avec une férocité désespérée, non pas pour gagner, mais pour vendre chèrement leur vie,
pour tuer autant de Perses que possible avant de tomber. Ils se sont battus avec leurs lances jusqu'à ce qu'elles se brisent, puis avec leurs épées. Quand leurs épées ont été détruites, ils se sont battus avec leurs mains nues et leurs dents. Léonidas est tombé tôt dans la bataille. Ces hommes ont combattu férocement pour récupérer son corps, repoussant 4 assauts perses avant d'être finalement submergés. Un par un, les Spartiates sont tombés. Quand tout fut terminé, pas un seul des 300 n'était encore en vie. Ils sont tous morts sur ce sol rocailleux, entourés de montagnes de cadavres perses. Xerxès, furieux de la résistance acharnée et des lourdes pertes qu'il avait subies, a ordonné que le corps de Léonidas soit décapité et crucifié, un acte de profanation considéré comme extrêmement déshonorant même selon les standards de l'époque. C'était une insulte suprême, un outrage qui ne serait ni oublié ni pardonné. Les Thermopyles étaient une défaite tactique, mais une victoire stratégique et morale. Les Grecs avaient gagné le temps dont ils avaient besoin. Plus important encore, ils avaient prouvé que les Perses pouvaient saigner, qu'ils pouvaient être combattus et tués. Les 300 étaient devenus des martyrs, des symboles de courage et de sacrifice qui inspireraient leurs compatriotes dans les batailles à venir. Mais la guerre était loin d'être terminée. Xerxès a continué sa marche vers le sud. Athènes a été évacuée et brûlée. Les Perses semblaient invincibles. Et pourtant, lors de la bataille navale de Salamine, quelques semaines plus tard, la flotte grecque a infligé une défaite dévastatrice aux Perses, coulant des centaines de navires et forçant Xerxès à retourner en Perse avec une grande partie de son armée. Mais Xerxès a laissé derrière lui une force substantielle sous le commandement de son général le plus compétent, Mardonio, avec pour mission de terminer la conquête de la Grèce. C'est là que commence vraiment notre histoire de vengeance. L'hiver du mécontentement. L'hiver 480 à 479 avant notre ère fut un temps d'angoisse et d'incertitude pour toute la Grèce. Les Perses occupaient une grande partie du territoire grec, et leur armée massive, bien qu'affaiblie par les pertes à Salamine, demeurait une menace redoutable. Mardonio, le général perse laissé par Xerxès, n'était pas un homme à sous-estimer. C'était un stratège brillant, un commandant expérimenté qui avait servi l'empire perse avec distinction pendant des décennies. Mardonio avait établi ses quartiers d'hiver en Thessalie et en Béotie, les régions du nord et du centre de la Grèce. Il avait environ 120 000 à 150 000 hommes sous son commandement, une force encore écrasante selon les standards de l'époque. Son armée comprenait des Perses, des Mèdes, des Bactriens, des Indiens, et de nombreux autres peuples de l'immense empire achéménide. Il avait aussi des alliés grecs, des cités qui avaient choisi de se soumettre à la Perse plutôt que de résister. Les Thébains, en particulier, fournissaient un contingent substantiel de troupes grecques combattant aux côtés des Perses. Pendant cet hiver, Mardonio a tenté une approche diplomatique. Il savait que la conquête militaire de toute la Grèce serait coûteuse et difficile. Si certaines cités majeures pouvaient être persuadées de se ranger du côté perse, la résistance pourrait s'effondrer. Il a concentré ses efforts sur Athènes, la cité qui avait été le fer de lance de la résistance grecque. Les Athéniens étaient dans une position désespérée. Leur ville avait été brûlée et pillée. Beaucoup vivaient en exil à Salamine et Égine. Leurs terres agricoles étaient occupées. Mardonio a envoyé Alexandre Ier de Macédoine, qui était techniquement un allié perse mais qui avait des liens avec Athènes, comme émissaire. L'offre était généreuse, si Athènes faisait la paix avec la Perse, non seulement elle serait épargnée de toute destruction future, mais elle recevrait également des territoires supplémentaires, une autonomie complète pour gérer ses propres affaires, et l'aide perse pour reconstruire tout ce qui avait été détruit. Pour une cité dévastée et exilée, c'était tentant. Certains Athéniens ont sérieusement considéré l'offre. Mais finalement, sous la direction de Thémistocle et d'Aristide le Juste, Athènes a refusé. Leur réponse à Alexandre de Macédoine est devenue célèbre. Tant que le soleil suivrait son cours habituel dans le ciel, les Athéniens combattraient les Perses pour venger la profanation de leur temple et l'asservissement de la Grèce. Ils ont ajouté un avertissement à Sparte. Si Sparte et les autres cités ne venaient pas à leur aide au printemps, Athènes pourrait être forcée de reconsidérer. Ce refus a renforcé la résolution grecque, mais il a également mis une pression énorme sur Sparte. Les Spartiates étaient en train de célébrer les Carnéias, un festival religieux important pendant lequel il était interdit de faire la guerre. Ils étaient aussi en train de fortifier l'isthme de Corinthe, construisant un mur pour protéger le Péloponnèse contre une invasion perse. Certains à Sparte suggéraient qu'ils devraient simplement défendre le Péloponnèse et laisser le reste de la Grèce à son sort. Mais les Athéniens ont envoyé des ambassadeurs à Sparte avec un message clair, « Venez nous aider maintenant, ou nous serons forcés de faire la paix avec la Perse. » Et si Athènes, avec sa puissante flotte, devenait un allié perse, le Péloponnèse serait inévitablement conquis. C'était une menace voilée, mais efficace. Les Spartiates ont débattu longuement. Leur culture militaire était légendaire, leur discipline et leur entraînement inégalés. Mais ils étaient aussi profondément religieux et conservateurs, réticents à entreprendre des campagnes militaires pendant les périodes de festivals religieux. De plus,
ils n'avaient toujours pas vraiment vengé Léonidas et les 300. La honte de cette défaite, l'outrage de la profanation du corps de leur roi, pesait lourdement sur eux. Finalement, sous la pression des événements et poussés par le désir de vengeance, les Spartiates ont pris leur décision. Ils marcheraient vers le nord. Ils rassembleraient la plus grande armée spartiate jamais mise en campagne. Et ils feraient payer à Mardonio et aux Perses chaque goutte de sang spartiate versée aux Thermopyles. Le régent Pausania, fils de Cléombrote et neveu de Léonidas, fut nommé commandant en chef de l'armée grecque. Pausania n'avait qu'une vingtaine d'années, mais il était un Spartiate jusqu'au bout des ongles, formé depuis l'enfance à l'art de la guerre. Il portait le poids de venger son oncle sur ses épaules. Sparte a mobilisé 5000 Spartiates, un nombre sans précédent. C'était presque toute la classe des citoyens de plein droit en âge de combattre. Chacun de ces Spartiates était accompagné de ses ilotes armés, les serfs qui travaillaient les terres spartiates. Ces 35 000 ilotes n'étaient pas des hoplites pleinement équipés, mais ils étaient entraînés au combat et pouvaient combattre efficacement comme troupes légères. Mais Sparte n'était pas seule. Le message a été envoyé à travers le Péloponnèse et au-delà. Corinthe a répondu avec 5000 hoplites. Thégée a envoyé 1500 hommes. Arcadie, Sicyone, Épidore, Trésène, Léprée, Mycène, Phlyonte, Hermione, Érétrie, Styra, Chalcie, Ambracie, Leucade, Anactorium, Pal de Céphalonie, Égine, Mégare, et Platée elle-même, tous ont envoyé des contingents. Athènes, malgré sa situation désespérée, a rassemblé 8000 hoplites. Ils étaient prêts à tout risquer pour une dernière bataille décisive. Au total, l'armée grecque comptait environ 38 700 hoplites, plus ou moins 70 000 troupes légères. C'était de loin la plus grande armée grecque jamais rassemblée, une coalition sans précédent de cités qui mettait de côté leurs différences et leurs rivalités habituelles pour faire face à la menace perse. Au printemps 479 avant notre ère, cette immense force s'est mise en marche vers le nord, se dirigeant vers la Béotie, vers les plaines près de Platée, où Mardonio attendait avec son armée. L'affrontement final entre la Grèce et la Perse était imminent. La marche vers le destin. Le mouvement d'une armée de plus de 100 000 hommes à travers le terrain accidenté de la Grèce était un exploit logistique extraordinaire. Chaque soldat avait besoin de nourriture et d'eau quotidiennement. Les hoplites transportaient leur propre équipement lourd, pesant souvent plus de 30 kg, cuirasses de bronze, jambières, casques, grands boucliers ronds appelés hoplons, longues lances, et épées courtes. Marcher avec tout cet équipement par temps chaud était épuisant. Les routes antiques n'étaient pas les larges autoroutes pavées que nous connaissons aujourd'hui. C'étaient souvent de simples sentiers de terre, poussiéreux en été, boueux en hiver. Une armée en marche soulevait d'énormes nuages de poussière qui pouvaient être vus à des kilomètres. Les hommes devaient marcher en colonne, s'étirant sur des distances énormes. Garder la cohésion et la discipline dans de telles conditions nécessitait un leadership exceptionnel. Pausania a démontré ses qualités de leadership dès le début. Bien qu'il soit jeune, il commandait le respect de ses hommes. Les Spartiates marchaient en tête, leur réputation les précédant. Ces hommes en cape rouge, avec leurs longs cheveux et leurs casques de bronze, étaient la terreur des champs de bataille. On disait qu'un seul Spartiate valait plusieurs hommes ordinaires au combat. Mais cette armée n'était pas seulement composée de Spartiates. Les Athéniens, sous le commandement d'Aristide le Juste, formaient le deuxième plus grand contingent. Les Athéniens étaient différents des Spartiates dans presque tous les aspects. Là où les Spartiates étaient laconiques et disciplinés au point du fanatisme, les Athéniens étaient démocratiques, volubiles, intellectuellement curieux. Mais ils étaient aussi de féroces combattants quand leur liberté était menacée. Puis venaient les contingents des autres cités, les Corinthiens fiers de leur commerce maritime, les Tégéates des montagnes d'Arcadie, les Mégariens qui avaient souffert d'invasions perses répétées, et ainsi de suite. Chaque cité avait son propre commandant, ses propres traditions militaires, son propre équipement et style de combat. Unifier tout cela en une force combattante cohérente était un défi monumental. La nouvelle que les Grecs marchaient vers le nord est parvenue rapidement à Mardonio. Il avait des espions et des éclaireurs dans toute la Grèce, et il était bien informé des mouvements ennemis. Initialement, il a été surpris. Il ne s'attendait pas à ce que les Grecs rassemblent une force aussi importante, et certainement pas à ce qu'ils prennent l'offensive. Il avait supposé que les Grecs resteraient sur la défensive, se cachant derrière leur mur à l'isthme de Corinthe. Mardonio a dû réévaluer sa stratégie. Il avait établi un camp fortifié près de la rivière Asopo en Béotie, à proximité de la ville de Thèbes, son principal allié grec. Le camp était protégé par une palissade en bois, offrant une position défensive forte. Mais maintenant que les Grecs marchaient vers lui avec une armée massive, devaient-ils rester dans cette position défensive ou aller à leur rencontre? La région de Béotie était un terrain complexe d'un point de vue militaire. Il y avait des plaines ouvertes, idéales pour la cavalerie perse qui était l'une des forces de Mardonio. Mais il y avait aussi des collines et des terrains accidentés où l'infanterie lourde grecque aurait l'avantage. Choisir le bon terrain de bataille serait crucial.
Mardonio a décidé de rester près de son camp fortifié et de laisser les Grecs venir à lui. Il utiliserait sa cavalerie pour harceler et désorganiser l'armée grecque pendant sa marche et son déploiement. Puis, quand l'opportunité se présenterait, il lancerait son infanterie massive dans une attaque décisive. Pendant ce temps, l'armée grecque progressait régulièrement vers le nord. Ils ont traversé l'isthme de Corinthe, passé par Mégare, et continué à travers l'Attique dévastée. Voir leur terre natale en ruine a dû être déchirant pour les Athéniens. Les fermes brûlées, les temples détruits, les oliviers ancestraux abattus, tout témoignage de la cruauté de la guerre. Mais cela a aussi alimenté leur détermination. Ils ne combattaient pas seulement pour la gloire ou l'honneur. Ils combattaient pour leur foyer, pour leur famille, pour leur mode de vie. C'était une guerre existentielle. Soit ils gagnaient et préservaient leur liberté, soit ils perdaient et devenaient des sujets de l'Empire perse. Quand l'armée grecque a atteint le mont Cithéron, la chaîne de montagnes qui séparait l'Attique de la Béotie, ils savaient qu'ils approchaient du territoire ennemi. Les éclaireurs ont été envoyés en avant pour trouver la meilleure route à travers les cols montagneux. Mardonio, anticipant cela, a envoyé sa cavalerie pour surveiller les cols et harceler les Grecs. Les premiers affrontements ont eu lieu dans les cols de montagne. La cavalerie perse, montée sur de rapides chevaux et armée d'arcs, a attaqué les colonnes grecques en marche. Mais les hoplites grecs ont formé leurs phalanges et ont tenu bon. La cavalerie ne pouvait pas briser les formations serrées d'infanterie lourde, surtout dans le terrain restreint des cols de montagne. Après plusieurs escarmouches, les Grecs ont réussi à traverser les montagnes et sont descendus dans les plaines de Béotie. C'est là qu'ils ont eu leur première vue de l'armée perse dans toute sa terrifiante grandeur. S'étendant à travers les plaines près de la rivière Azopo, le camp perse semblait interminable. Les bannières de dizaines de nations différentes flottaient au vent. On pouvait entendre le bruit de milliers de chevaux, le cliquetis des armes, les cris dans une douzaine de langues différentes. Pour certains des Grecs, surtout ceux qui n'avaient jamais vu une armée perse auparavant, cela a dû être terrifiant. Les Perses avaient la réputation d'être invincibles. Ils avaient conquis le plus grand empire que le monde ait jamais vu, s'étendant de l'Égypte et de la Libye à l'ouest jusqu'à l'Inde à l'est. Qui étaient ces cités grecques pour penser qu'elles pouvaient résister à une telle puissance? Mais les Spartiates et les Athéniens, les vétérans des Thermopyles, de Marathon et de Salamine, savaient mieux. Ils avaient combattu les Perses et gagné. Ils savaient que les Perses pouvaient être vaincus. Cette connaissance, cette confiance née de l'expérience, s'est répandue dans les rangs. Les Grecs ont dressé leur camp sur les contreforts du mont Cithéron, près de la ville de Platée, et se sont préparés pour la bataille à venir. Le jeu du chat et de la souris. Les jours suivants ont vu un étrange jeu d'échecs militaires se dérouler sur les plaines de Béotie. Aucune des deux armées ne voulait attaquer dans des conditions défavorables, et donc chacune manœuvrait pour gagner un avantage positionnel. Les Grecs occupaient initialement les contreforts du mont Cithéron, un terrain élevé qui leur donnait un avantage défensif. De là, ils pouvaient voir le camp perse à travers les plaines en contrebas. Mais cette position avait aussi des inconvénients. Les lignes d'approvisionnement grecques devaient traverser les cols de montagne, les rendant vulnérables aux raids de cavalerie perse. De plus, l'eau était rare dans les collines. Mardonio a rapidement identifié ses faiblesses. Il a ordonné à sa cavalerie de harceler constamment les Grecs, de couper leurs lignes d'approvisionnement, et de rendre leur position intenable. Les cavaliers perses étaient des archers montés experts. Ils pouvaient galoper vers les lignes grecques, tirer une volée de flèches, puis se retirer avant que les hoplites lourds ne puissent riposter. C'était une tactique frustrante et efficace. Le commandant de la cavalerie perse était Masistio, un noble perse de haut rang qui était très respecté par ses hommes. Il portait une armure dorée qui brillait au soleil, et il montait un cheval magnifique. Masistio était audacieux, peut-être trop audacieux. Lors d'une de ses charges de cavalerie contre les lignes grecques, son cheval a été touché par une flèche et s'est effondré. Masistio est tombé au milieu des hoplites grecs. Les Perses ont immédiatement tenté de le secourir, chargeant encore et encore pour récupérer leur commandant tombé. Mais les Grecs ont tenu bon. Dans la mêlée chaotique qui a suivi, Masistio a été tué. Les Grecs ont triomphalement brandi son corps, montrant aux Perses que leur commandant de cavalerie était mort. C'était un coup moral important pour les Grecs. Ils avaient tué un noble Perse de haut rang en combat singulier. Cela a prouvé qu'ils pouvaient tenir tête à la cavalerie perse redoutée. Les Perses, en revanche, étaient démoralisés par la perte de Masistio. Ils ont récupéré son corps plus tard et ont tenu un grand deuil pour lui. Mais malgré ce succès, la position grecque dans les collines devenait intenable. Les raids de cavalerie perse rendaient impossible d'obtenir des provisions adéquates. Les hommes avaient soif et faim. Pausania a réalisé qu'il devait se déplacer vers une meilleure position. Après avoir consulté ses commandants, Pausania a ordonné à l'armée de descendre dans les plaines et de prendre position plus près de la ville de Platée. Il y avait là une meilleure eau provenant de sources et de ruisseaux, et la position offrait toujours un terrain raisonnablement favorable pour les hoplites. C'était une manœuvre risquée,
car déplacer une grande armée en présence de l'ennemi est toujours dangereux, mais c'était nécessaire. Le déplacement s'est effectué principalement la nuit pour éviter les attaques de cavalerie. Néanmoins, c'était une opération difficile. Dans l'obscurité, certaines unités se sont perdues. Certains soldats ont paniqué et ont couru trop loin, finissant par se retrouver près de la ville de Platée même, à plus d'1 kilomètre de la position prévue. Quand l'aube s'est levée, Mardonio a vu que les Grecs avaient changé de position pendant la nuit. Leur formation semblait désorganisée et fragmentée. C'était exactement l'opportunité qu'il attendait. Il a ordonné une attaque générale. La cavalerie perse a chargé en avant, suivie par l'infanterie. Mais les Grecs, malgré le désordre initial, ont rapidement réformé leurs lignes. Les hoplites spartiates, athéniens et leurs alliés se sont verrouillés en formation de phalanges, leurs longs boucliers se chevauchant pour former un mur impénétrable, leurs lances pointées vers l'extérieur comme les piquants d'un hérisson géant. La cavalerie perse s'est brisée contre ce mur de boucliers. Les chevaux refusaient de charger directement dans la forêt de lances. Les archers perses ont tiré volée après volée de flèches, mais les boucliers grecs et les armures de bronze offraient une bonne protection. Certains Grecs sont tombés, mais la phalange a tenu bon. L'infanterie perse, moins lourdement armée que les hoplites grecs, a également eu du mal à percer les lignes grecques. Dans un combat d'infanterie rapprochée, les hoplites avaient un avantage décisif. Leurs lances étaient plus longues, leurs armures plus lourdes, leur formation plus serrée. Après plusieurs heures de combat acharné, les Perses se sont retirés. Ils avaient infligé des pertes aux Grecs, mais ils n'avaient pas brisé leur ligne. Mardonio était frustré. Il s'était attendu à ce que les Grecs désorganisés soient faciles à vaincre. Au lieu de cela, ils avaient prouvé une fois de plus leur résilience et leur discipline extraordinaire. La guerre psychologique. Les jours suivants ont vu s'installer une étrange impasse. Les deux armées campaient à portée de vue l'une de l'autre, mais aucune ne voulait risquer une attaque dans des conditions défavorables. C'était devenu un test d'endurance, de volonté et de patience. Qui clignera des yeux en premier? Qui fera l'erreur fatale qui donnera l'avantage à l'ennemi? Mardonio avait établi son camp fortifié au nord de la rivière Azopo, près de Thèbes. C'était une position forte, protégée par une palissade en bois massive, mais elle avait un inconvénient majeur, elle était sur un terrain plat, parfait pour la cavalerie perse mais moins idéal pour une bataille d'infanterie contre les hoplites grecs. Mardonio voulait attirer les Grecs dans les plaines où sa cavalerie pourrait les encercler et les détruire. Les Grecs, sous Pausania, ont d'abord pris position sur les contreforts du mont Cithéron, un terrain accidenté qui neutralisait l'avantage de la cavalerie perse. Mais cette position avait ses propres problèmes. L'eau était rare dans les collines, et les lignes d'approvisionnement grecques étaient vulnérables aux raids de cavalerie perse. C'est alors que Mardonio a commencé sa guerre psychologique. Il a ordonné à sa cavalerie de harceler constamment les Grecs. Les cavaliers perses, montés sur leurs chevaux rapides et armés d'arcs composites puissants, galopaient vers les lignes grecques, tiraient une volée de flèches, puis se retiraient avant que les hoplites lourds ne puissent riposter. C'était frustrant, épuisant, et moralement destructeur. Le commandant de cette cavalerie était Masistio, un noble perse de haut rang qui était célèbre dans toute l'armée pour son courage et ses compétences militaires. Il portait une cuirasse dorée qui brillait au soleil comme un phare, et il montait un cheval magnifique qui était presque aussi célèbre que son cavalier. Masistio était audacieux, peut-être trop audacieux. Il aimait charger près des lignes grecques, défiant les hoplites de venir le combattre. Lors d'une de ces charges téméraires, le destin a frappé. Le cheval de Masistio a été touché par une flèche athénienne. L'animal s'est cabré et s'est effondré, jetant Masistio au sol au milieu des hoplites grecs. Les Perses ont immédiatement tenté de le secourir, chargeant encore et encore, désespérés de sauver leur commandant bien-aimé. Mais Masistio portait une armure dorée si épaisse que les lances grecques ne pouvaient pas la pénétrer. Les hoplites grecs ont découvert qu'il portait une armure d'écaille sous sa cuirasse, une protection supplémentaire qui le rendait presque invincible. Presque, mais pas tout à fait. Un Grec astucieux a trouvé la faiblesse, l'ouverture de l'œil dans son casque. Une lance a été poussée à travers cette ouverture, et Masistio est mort sur le coup. Les Grecs ont levé son corps en triomphe, le montrant à toute l'armée. Les soldats grecs sont venus par milliers pour voir le noble Perse mort, pour toucher son armure dorée, pour se convaincre que les Perses pouvaient vraiment être tués. C'était un coup de morale immense. Si les Grecs pouvaient tuer le commandant de cavalerie perse, peut-être pouvaient-ils gagner cette guerre après tout. Les Perses, de leur côté, étaient dévastés. Ils ont pleuré Masistio comme un frère, comme un père. Hérodote rapporte que les Perses se sont rasés les cheveux, ont coupé les crinières de leurs chevaux, et ont rempli leur camp de lamentation. La perte de Masistio était plus qu'un simple revers militaire. C'était un coup porté au cœur de l'armée perse, un signe que peut-être les dieux n'étaient pas avec eux après tout. Mais malgré ce succès, la position grecque dans les collines devenait de plus en plus intenable. La cavalerie perse continuait ses raids, rendant presque impossible d'obtenir des provisions adéquates.
Les hommes avaient soif, faim, et commençaient à perdre espoir. Pausania a tenu conseil avec ses commandants, cherchant une solution à leur dilemme. La décision a été prise de déplacer l'armée vers une nouvelle position, plus proche de la ville de Platée. Là, il y avait de meilleures sources d'eau et un terrain qui offrait encore une protection contre la cavalerie perse. Mais déplacer une armée de plus de 100 000 hommes en présence de l'ennemi est l'une des manœuvres militaires les plus dangereuses possibles. Si les Perses attaquaient pendant le mouvement, l'armée grecque pourrait être détruite dans le chaos. Pausania a ordonné que le mouvement se fasse principalement la nuit, sous le couvert de l'obscurité. Les différents contingents grecs recevraient des ordres sur où se positionner exactement, et ils marcheraient silencieusement vers leur nouvelle position, espérant que les Perses ne remarqueraient pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais les choses se sont mal passées dès le début. Dans l'obscurité, certaines unités se sont perdues. La communication était difficile, et la coordination était presque impossible. Certains contingents grecs ont paniqué et ont couru trop loin, finissant près de la ville de Platée elle-même, à plus d'1 kilomètre de leur position prévue. Pire encore, un commandant spartiate nommé Amonpharéto a tout simplement refusé de se retirer. C'était un homme fier, un guerrier endurci qui considérait le retrait comme déshonorant. Il a dit à Pausania qu'il ne fuirait jamais devant des barbares. Pausania était dans une position impossible. Il ne pouvait pas laisser Amonpharéto et ses hommes derrière, mais il ne pouvait pas non plus attendre indéfiniment pendant que le reste de l'armée était vulnérable. Finalement, alors que l'aube approchait, Amonpharéto a cédé à contre-cœur et a commencé à se retirer avec le reste des Spartiates. Mais à ce moment-là, il était presque trop tard. Quand le soleil s'est levé, Mardonio a vu ce qui s'était passé. L'armée grecque était dispersée, désorganisée, apparemment en pleine retraite chaotique. C'était exactement l'opportunité qu'il attendait. Le piège se referme. Mardonio a regardé depuis son camp fortifié alors que l'aube révélait la situation grecque. Après 11 jours de manœuvres et de contre-manœuvres, après des semaines de frustration, l'opportunité qu'il attendait s'était enfin présentée. Les Grecs étaient dispersés, fragmentés, apparemment en pleine déroute. Les contingents du centre grec s'étaient retirés presque jusqu'à Platée même. Les Athéniens, sur l'aile gauche grecque, étaient séparés du reste de l'armée. Et les Spartiates, l'élite redoutée de l'armée grecque, étaient isolés sur l'aile droite avec seulement les Tégéates comme alliés. Pour un général expérimenté comme Mardonio, cela ressemblait à une victoire facile. Attaquez maintenant, détruisez les contingents grecs un par un avant qu'ils ne puissent se regrouper, et la guerre serait terminée. La Grèce serait à lui, et la gloire de cette victoire ferait de lui un héros dans tout l'empire perse. Mais était-ce vraiment si simple? Certains dans le camp perse ont mis en garde contre la précipitation. Les Grecs étaient rusés, disaient-ils. Peut-être était-ce un piège. Peut-être voulait-il que l'armée perse traverse la rivière et attaque dans un terrain défavorable. Mais Mardonio a balayé ses préoccupations. Il voyait la victoire à portée de main, et il n'allait pas la laisser s'échapper. Mardonio a d'abord ordonné à sa cavalerie d'attaquer, pour harceler les Spartiates isolés et empêcher toute tentative de regroupement. Les cavaliers perses ont galopé vers les lignes spartiates, tirant volée après volée de flèches. Les Spartiates ont formé leurs phalanges, leurs grands boucliers formant un mur protecteur, et ont tenu bon. Les flèches pleuvaient sur eux, et certains hommes tombaient, mais la phalange tenait. Pausania était dans une position désespérée. Ces Spartiates étaient sous attaque constante. Les Athéniens étaient trop loin pour aider, occupés par les hoplites grecs pro-perses de Thèbes. Le reste de l'armée grecque était dispersé et désorganisé. Il avait envoyé des messagers aux Athéniens, les suppliant de venir en aide, mais aucune aide n'était en vue. Selon la tradition spartiate, Pausania ne pouvait pas ordonner une attaque sans avoir d'abord obtenu des présages favorables des dieux. Alors, au milieu de la pluie de flèches perses, avec ses hommes mourant autour de lui, Pausania a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a tourné vers l'est, vers le temple de la déesse Héra qui se trouvait à proximité, et il a prié. Il a supplié la déesse de ne pas laisser les Spartiates mourir avec déshonneur, de leur donner la force de vaincre leurs ennemis. Pendant ce temps, Mardonio avait pris sa décision finale. Il allait lancer une attaque massive avec toute son infanterie. Il monterait personnellement à l'assaut, à la tête de ses 10 000 gardes d'élite perse, les meilleurs soldats de l'Empire. Il écraserait ces Spartiates arrogants, vengerait toutes les humiliations que les Grecs avaient infligées à la Perse, et inscrirait son nom dans l'histoire. L'infanterie perse a commencé à traverser la rivière Azopo. C'étaient des dizaines de milliers d'hommes, des Perses, des Mèdes, des Bactriens, des Indiens, des Sakas, tous vêtus de leurs armures colorées, portant leurs armes variées. C'était un spectacle impressionnant, une marée humaine qui semblait devoir engloutir les Spartiates isolés. Les Perses avaient une tactique de combat distinctive. Ils planteraient d'abord leurs grands boucliers d'osier dans le sol, créant une barrière derrière laquelle leurs archers pouvaient tirer en toute sécurité. Puis, sous le couvert de cette pluie de flèches, leur infanterie légère chargerait, armée de lances courtes et de haches de bataille.
C'était une tactique qui avait fonctionné dans d'innombrables batailles à travers l'Asie. Mais les Spartiates n'étaient pas comme les autres ennemis que les Perses avaient affrontés. Chaque Spartiate avait été entraîné au combat depuis l'âge de 7 ans. Ils avaient pratiqué dans la phalange des milliers de fois, jusqu'à ce que les mouvements deviennent une seconde nature. Ils ne connaissaient pas la peur, ou du moins, ils avaient été entraînés à ne jamais la montrer. Alors que l'infanterie perse approchait, Pausania a finalement reçu le signal qu'il attendait. Les prêtres qui accompagnaient l'armée ont déclaré que les présages étaient favorables. Les dieux avaient répondu à sa prière. Pausania a levé sa lance et a crié l'ordre, en avant. Pour Sparte. Pour la Grèce. Vengez Léonidas. Les Spartiates ont poussé leur cri de guerre, un son qui glaçait le sang, et ont commencé à avancer. Ce n'était pas une charge désordonnée. C'était un mouvement mesuré, discipliné, la phalange avançant comme une seule entité. Leurs lances, longues de plus de 2 mètres, pointaient vers l'avant comme une forêt mortelle d'acier. Les archers perses ont tiré frénétiquement, mais les boucliers grecs et les armures de bronze offraient une bonne protection. Quelques Spartiates sont tombés, mais la phalange continuait d'avancer, implacable, inévitable. Et puis, les 2 lignes se sont heurtées. Le choc a été terrible. Les longues lances spartiates ont transpercé les boucliers d'osier perses et les corps derrière eux. Les Perses se sont battus courageusement, utilisant leurs lances courtes et leurs haches pour essayer de briser la phalange spartiate. Certains Spartiates sont tombés, mais pour chaque Spartiate tombé, plusieurs Perses mouraient. Mardonio lui-même était au cœur de la bataille, montant un magnifique cheval blanc, entouré de ses gardes d'élite de 1000 hommes. Il criait des encouragements à ses troupes, essayant de rallier ses hommes par la force de sa présence. Les Spartiates l'ont vu, ce noble Perse sur son cheval blanc, et ils ont su que c'était leur cible. Tuer Mardonio signifierait la victoire. Laisser Mardonio vivre signifierait peut-être la défaite. Un Spartiate nommé Arimnesto, dont le nom signifie ironiquement le meilleur dans l'oubli, s'est frayé un chemin à travers la mêlée. Il a vu Mardonio sur son cheval, entouré de ses gardes. Arimnesto a ramassé une grosse pierre du champ de bataille, et avec toute sa force, il l'a lancée. La pierre a volé à travers l'air et a frappé Mardonio en plein dans la tête. Le général perse est tombé de son cheval, mort avant même de toucher le sol. La mort de Mardonio a changé tout sur le champ de bataille. Ces 1000 gardes d'élite, voyant leur commandant tomber, ont combattu avec une férocité désespérée pour défendre son corps. Mais ils étaient submergés par les Spartiates furieux. Un par un, les gardes d'élite de Mardonio sont tombés, jusqu'à ce que tous les 1000 soient morts, formant un cercle de corps autour de leur commandant tombé. Le reste de l'armée perse, voyant Mardonio mort et ses gardes d'élite détruits, a commencé à paniquer. L'ordre et la discipline se sont effondrés. Les hommes ont commencé à fuir, d'abord par dizaines, puis par centaines, puis par milliers. Ce qui avait été une armée organisée est devenu une foule en fuite, chaque homme cherchant désespérément à sauver sa propre vie. La vengeance complète. Alors que l'infanterie perse principale s'effondrait sous l'assaut spartiate, la bataille faisait rage sur d'autres parties du champ. Les Athéniens, sur l'aile gauche grecque, faisaient face à leurs propres défis mortels. Ils combattaient contre les hoplites grecs de Thèbes et de Béotie, des hommes qui avaient choisi de se ranger du côté des Perses, des traîtres aux yeux des Athéniens. C'était un combat particulièrement amer. Ces hommes parlaient la même langue, adoraient les mêmes dieux, partageaient la même culture. Mais ils s'étaient choisis des camps opposés dans cette guerre existentielle. Les Thébains se battaient bien, leur phalange aussi disciplinée que celle des Athéniens. C'était un broyeur sanglant, les 2 côtés s'affrontant avec une haine alimentée par des années de rivalité et de ressentiment. Aristide le Juste commandait les forces athéniennes. C'était un homme d'une intégrité remarquable, d'où son surnom. On disait qu'il était si honnête qu'il était le seul homme à Athènes en qui tout le monde avait confiance. Maintenant, il devait prouver qu'il était aussi un général compétent. Aristide a vu que ces hommes étaient embourbés dans un combat sanglant avec les Thébains, incapables d'aider les Spartiates qui se battaient désespérément contre l'infanterie perse principale. Il a pris une décision audacieuse. Il a ordonné à une partie de ses forces de continuer à retenir les Thébains pendant qu'il menait le reste vers les Spartiates. C'était risqué, car cela affaiblissait sa ligne, mais Aristide a compris que la bataille se gagnerait ou se perdrait là où se trouvaient les Spartiates. Si les Spartiates tombaient, toute l'armée grecque s'effondrerait. Mais au moment où les Athéniens ont commencé à se déplacer pour aider les Spartiates, tout a changé. La nouvelle s'est répandue à travers le champ de bataille comme un feu de forêt, Mardonio était mort. Le commandant perse, l'homme qui avait menacé toute la Grèce, qui avait brûlé Athènes à 2 reprises, qui avait juré de venger l'honneur perse, était tombé. Tué par un rocher lancé par un Spartiate. Les Perses en fuite se précipitaient vers leur camp fortifié, espérant trouver refuge derrière les murs en bois. Mais les Spartiates n'allaient pas les laisser s'échapper si facilement. Cependant, les Spartiates avaient un problème. Ils étaient brillants dans le combat en formation de phalange, mais l'assaut de fortification nécessitait des compétences différentes.
Ils sont arrivés aux murs en bois du camp perse et ont tenté de les briser, mais sans succès. C'est alors que les Athéniens sont arrivés. Les Athéniens, contrairement aux Spartiates, avaient de l'expérience dans la guerre de siège. Ils savaient comment s'attaquer aux fortifications. Sous la direction d'Aristide, ils ont rapidement trouvé les points faibles des palissades en bois et ont commencé à les démolir. Quand les murs se sont effondrés, ce qui a suivi a été un massacre. Les Grecs sont entrés dans le camp perse comme une marée vengeresse. Il n'y avait pas de pitié, pas de quartier donné. Les Perses qui avaient brûlé Athènes, qui avaient tué Léonidas et les 300, qui avaient menacé d'asservir toute la Grèce, allaient maintenant payer le prix ultime. Hérodote rapporte que des dizaines de milliers de Perses ont été tués dans le camp. Les corps étaient empilés si haut qu'il était difficile de marcher. Le sang coulait comme une rivière. C'était une vengeance terrible, mais aux yeux des Grecs, c'était une vengeance justifiée. Ils avaient subi tellement de pertes, tellement de destruction, tellement de souffrances. Maintenant, enfin, ils faisaient payer l'ennemi. Selon les chiffres donnés par Hérodote, sur l'armée perse d'environ 300 000 hommes, seulement 3 000 ont survécu. Les chiffres modernes sont plus conservateurs, suggérant peut-être 40 000 Perses sont morts aplatés. Mais quelle que soit la vérité exacte, c'était une défaite dévastatrice pour l'Empire perse. L'armée qui devait conquérir la Grèce avait été détruite. Du côté grec, les pertes étaient remarquablement légères. Hérodote rapporte que 91 Spartiates sont tombés, 52 Athéniens, et 16 Tégéates. Le total des pertes grecques était probablement de quelques centaines, peut-être un millier au plus. Pour une bataille de cette ampleur, c'était extraordinaire. Cela témoigne de la supériorité écrasante des hoplites grecs lourdement armés contre l'infanterie perse plus légèrement équipée dans un combat rapproché. Après la bataille, Pausania a fait quelque chose de remarquable qui montre la différence entre les valeurs grecques et perses. Quelqu'un a suggéré que, tout comme Xerxès avait décapité et profané le corps de Léonidas après les Thermopyles, les Grecs devraient faire de même avec le corps de Mardonio. C'était une vengeance œil pour œil, une justice poétique. Mais Pausania a refusé catégoriquement. Il a dit que de telles actions étaient dignes des barbares, pas des Grecs. Les Grecs avaient gagné la bataille, avaient vengé leurs morts, avaient sauvé leur liberté. Ils n'avaient pas besoin de déshonorer les morts pour prouver leur supériorité. Le corps de Mardonio a été traité avec respect, puis il a mystérieusement disparu. Certains disent qu'il a été secrètement enterré par des sympathisants perses, afin qu'il puisse avoir des funérailles appropriées. Les Grecs ont ensuite partagé le butin énorme trouvé dans le camp perse. Il y avait des trésors au-delà de l'imagination, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des tapis finement tissés, des armures décorées, des chevaux magnifiques, et d'innombrables autres richesses. Pausania, debout au milieu de cette splendeur, a ordonné que le banquet personnel de Mardonio soit préparé exactement comme il l'aurait été pour le général perse. Quand le festin somptueux a été présenté, avec ses plats raffinés, ses vins fins, et son opulence générale, Pausania a également ordonné qu'un repas spartiate typique soit préparé, du pain noir, du boudin de sang, et un peu de viande. Il a placé les deux repas côte à côte et a appelé les généraux grecs pour qu'ils viennent voir. Pointant vers les deux banquets, Pausania aurait ri et dit « Regardez la folie de Mardonio. Il festoyait ainsi, vivant dans un luxe inimaginable, et pourtant il est venu en Grèce pour nous voler notre pauvre nourriture. » C'était une déclaration puissante sur les valeurs qui sous-tendaient cette guerre. Les Perses cherchaient la richesse et le luxe. Les Grecs se battaient pour quelque chose de plus précieux, la liberté. L'héritage de Platée. Le même jour que la bataille de Platée, ou peut-être le lendemain, selon les différents récits historiques, une autre bataille se déroulait de l'autre côté de la mer Égée. À Mycale, sur la côte d'Asie mineure, la flotte grecque a attaqué le camp naval perse. Les Perses, entendant peut-être des rumeurs de désastre à Platée, ont perdu courage et ont été complètement défaits. Leur flotte a été brûlée, et leur présence en mer Égée a été effacée. Ces deux victoires le même jour ont marqué la fin définitive de l'invasion perse de la Grèce. Xerxès, de retour en Perse, a reçu la nouvelle du double désastre avec horreur. Son armée était détruite, sa flotte était détruite, et son général le plus compétent était mort. Le rêve de conquérir la Grèce était terminé. Les Grecs ont célébré leur victoire avec une ferveur religieuse. Ils ont érigé des monuments à travers la Grèce pour commémorer leur triomphe. Le plus célèbre était la colonne serpentine, un monument de bronze en forme de 3 serpents entrelacés, avec les noms de toutes les cités grecques qui avaient participé à la bataille inscrits sur elle. Cette colonne a été placée à Delphes, le centre spirituel du monde grec. Des siècles plus tard, l'empereur romain Constantin le Grand a transporté la colonne serpentine à Constantinople, où elle se trouve encore aujourd'hui dans l'actuel Istanbul. C'est un lien physique avec cette bataille ancienne, un rappel tangible de l'un des moments les plus importants de l'histoire humaine. Mais l'importance de Platée va bien au-delà des monuments et des cérémonies. Cette bataille a sauvé la civilisation grecque à un moment crucial de son développement. Si les Perses avaient gagné,
la Grèce aurait été absorbée dans l'Empire perse. Il n'y aurait pas eu d'âge d'or athénien, pas de Parthénon, pas de drame de Sophocle et d'Euripide, pas de philosophie de Socrate, Platon et Aristote, pas de démocratie athénienne servant d'inspiration pour les gouvernements futurs. La victoire grecque à Platée a permis à la culture grecque de s'épanouir. Dans les décennies qui ont suivi, Athènes est entrée dans ce que nous appelons maintenant son âge d'or. Périclès a reconstruit la ville, créant les magnifiques temples et bâtiments qui définissent encore notre image de la Grèce antique. Les dramaturges ont créé les premières grandes œuvres de théâtre occidental. Les philosophes ont posé les fondations de la pensée occidentale. Les artistes ont créé des sculptures et des peintures qui seraient des modèles de beauté pendant des millénaires. Tout cela a été rendu possible par la victoire de Platée. Ces 10 000 Spartiates, ces 8 000 Athéniens, ces dizaines de milliers de Grecs de cités grandes et petites, se sont tenus ensemble et ont dit non à l'empire le plus puissant que le monde ait jamais vu. Et contre toute attente, ils ont gagné. Les héros de Platée. Pausania, le jeune régent de Sparte qui a commandé l'armée grecque, est devenu un héros instantané. Il avait à peine plus de 20 ans, mais il avait mené la plus grande armée grecque jamais assemblée à une victoire décisive contre un ennemi apparemment invincible. Il avait vengé son oncle Léonidas. Il avait sauvé la Grèce. Son nom était chanté dans des hymnes à travers tout le monde grec. Mais la gloire de Pausania serait de courte durée et teintée de tragédie. Dans les années qui ont suivi Platée, Pausania a changé. Le pouvoir et la gloire lui sont montés à la tête. Il a commencé à adopter des manières perses, portant des vêtements perses, employant des serviteurs perses, se comportant plus comme un satrape perse que comme un général spartiate. Il y avait des rumeurs qu'il complotait même avec les Perses pour trahir la Grèce. En 477 avant notre ère, seulement 2 ans après Platée, Pausania a été rappelé à Sparte pour faire face à des accusations de trahison. Il a été acquitté par manque de preuves, mais son comportement est devenu de plus en plus erratique. Finalement, en 470 ou 469 avant notre ère, il a été accusé de nouveau. Cette fois, sachant qu'il serait condamné, Pausania a cherché refuge dans un temple. Les Spartiates n'ont pas osé le violer en pénétrant dans le temple, alors ils ont simplement muré l'entrée et l'ont laissé mourir de faim à l'intérieur. C'était une fin tragique pour l'homme qui avait sauvé la Grèce. Mais peut-être que c'était aussi une leçon sur les dangers de l'orgueil et de l'ambition. Pausania avait atteint le sommet de la gloire à Platée, mais il n'avait pas pu gérer cette gloire avec sagesse et humilité. Aristide le Juste, qui a commandé les Athéniens à Platée, a eu un destin plus heureux. Il est retourné à Athènes en héros et a continué à servir sa cité avec distinction pendant de nombreuses années. Il était connu pour son intégrité absolue. On disait qu'il était mort pauvre, malgré toutes les opportunités qu'il avait eues de s'enrichir grâce à ses postes gouvernementaux. La ville d'Athènes a dû payer pour ses funérailles et fournir des dots pour ses filles parce qu'il n'avait rien laissé. Arimnesto, le Spartiate qui a tué Mardonio avec une pierre, est devenu une figure légendaire. Son acte unique a changé le cours de la bataille et peut-être le cours de l'histoire. Pourtant, nous ne savons presque rien de plus sur lui. Il a disparu dans l'obscurité de l'histoire, comme tant d'autres héros de cette grande bataille. Peut-être est-il retourné à Sparte, a repris sa vie de citoyen soldat, et a vécu ses jours dans une obscurité honorable. Ou peut-être est-il tombé dans une bataille ultérieure, son nom oublié de tous sauf des historiens les plus dévoués. La transformation de la guerre. Platée n'était pas simplement une bataille. C'était une démonstration de quelque chose de fondamental sur la nature de la guerre et de la société. Les Perses avaient construit le plus grand empire que le monde ait jamais vu grâce à une combinaison de forces militaires, de diplomatie astucieuse, et d'une organisation administrative brillante. Leur armée était composée de guerriers de dizaines de nations différentes, chacune apportant ses propres traditions militaires et ses propres styles de combat. Mais cette diversité, qui était une force dans de nombreux contextes, s'est révélée être une faiblesse à Platée. L'armée perse manquait de la cohésion et de l'unité de but qui caractérisait l'armée grecque. Quand Mardonio est tombé, toute la structure de commandement s'est effondrée. Il n'y avait personne avec l'autorité incontestée pour prendre le relais, personne qui pouvait rallier les troupes et transformer la panique en ordre. Les Grecs, en revanche, se battaient pour quelque chose de plus profond que la simple obéissance à un roi ou un empereur. Ils se battaient pour leur foyer, pour leur famille, pour leur mode de vie. Chaque hoplite dans la phalange savait que l'homme à côté de lui comptait sur lui pour tenir la ligne. Rompre la formation, fuir le combat, signifiait non seulement le déshonneur personnel, mais aussi mettre en danger tous ses camarades. Cette mentalité, cette discipline collective, était le produit de la cité-État grecque. Dans les cités comme Sparte et Athènes, chaque citoyen avait un investissement personnel dans le succès de sa communauté. Ce n'étaient pas des sujets obéissant passivement à un souverain distant. C'étaient des citoyens qui participaient au gouvernement de leur cité, qui débattaient des politiques dans l'assemblée, qui élisaient leurs leaders. Cette participation civique créait un lien puissant entre l'individu et l'État. Quand un hoplite athénien se tenait dans la phalange à Platée,
il ne se battait pas pour un roi ou un empereur qu'il n'avait jamais rencontré. Il se battait pour Athènes, la cité qu'il aimait, où sa famille vivait, où il avait voté dans l'Assemblée, où il était un citoyen de plein droit avec des droits et des responsabilités. C'est cette différence fondamentale dans l'organisation sociale et politique qui a fait la différence à Platée. Les Perses étaient une armée impériale, combattant pour la gloire de leur empereur et l'expansion de son empire. Les Grecs étaient des citoyens soldats, combattant pour la survie de leur communauté et la préservation de leur liberté. Et cette différence a façonné non seulement le résultat de cette bataille particulière, mais l'avenir de la civilisation occidentale. L'idée que les citoyens ordinaires, unis par un objectif commun et une discipline partagée, pouvaient vaincre une force beaucoup plus grande devenue l'une des idées fondatrices de la tradition militaire occidentale. Le champ de bataille aujourd'hui. Si vous visitez le site de la bataille de Platée aujourd'hui, près de la ville moderne de Platée en Grèce centrale, vous verrez des champs agricoles paisibles, des oliveraies et des collines douces. Il est difficile d'imaginer que ce terrain tranquille a été le théâtre de l'une des batailles les plus importantes de l'histoire humaine. Les archéologues ont fouillé le site pendant des décennies, cherchant des preuves physiques de la bataille. Ils ont trouvé des pointes de flèches, des fragments d'armure, des armes brisées, tous enterrés dans le sol depuis plus de 2000 ans. Chaque découverte ajoute un petit morceau au puzzle, nous aidant à comprendre exactement ce qui s'est passé ce jour fatidique en 479 avant notre ère. Mais les preuves les plus puissantes ne sont pas les artefacts physiques. Ce sont les récits écrits, principalement l'histoire d'Hérodote, le père de l'histoire. Hérodote a vécu seulement une génération après les guerres perses. Il a voyagé à travers le monde grec, interviewant des vétérans de Platée, recueillant leurs histoires, préservant leurs souvenirs pour les générations futures. Le récit d'Hérodote n'est pas parfait. Il contient des exagérations, des erreurs, et parfois des récits qui semblent plus légendaires que factuels. Les historiens modernes débattent de nombreux détails de son histoire. Mais dans ses grandes lignes, son récit est probablement assez précis. Et surtout, il capture quelque chose d'essentiel sur l'esprit de cette époque, sur ce que signifiait être grec pendant les guerres perses. Hérodote comprenait que Platée était plus qu'une simple bataille militaire. C'était un affrontement de civilisations, un test de valeurs différentes, une lutte existentielle entre deux visions du monde radicalement différentes. D'un côté, l'Empire perse avec sa monarchie absolue, sa bureaucratie élaborée, sa diversité ethnique et culturelle tenue ensemble par la force et l'administration. De l'autre, les cités-États grecs avec leur citoyenneté participative, leur amour féroce de la liberté, leur volonté de mourir plutôt que de se soumettre. Les conséquences à long terme. Les conséquences de Platée se sont répercutées à travers les siècles. Dans l'immédiat, la bataille a mis fin à la menace perse sur la Grèce continentale. Bien que les guerres entre la Grèce et la Perse se poursuivront pendant des décennies, jamais plus les Perses ne tenteront une invasion à grande échelle de la Grèce. La victoire a également changé l'équilibre du pouvoir en mer Égée. Les cités grecques d'Ionie, qui avaient été sous domination perse, ont commencé à se révolter et à chercher la protection d'Athènes. Athènes a répondu en formant la Ligue de Délos, une alliance de cités grecques nominalement destinée à continuer la guerre contre la Perse, mais qui est rapidement devenue l'instrument de l'impérialisme athénien. Les revenus de cette ligue, combinés aux trésors capturés aux Perses et au profit du commerce maritime en expansion, ont financé l'âge d'or athénien. Périclès a utilisé cet argent pour reconstruire l'Acropole, créant le Parthénon et les autres magnifiques temples qui symbolisent encore la Grèce classique aujourd'hui. Les dramaturges, les philosophes, les artistes et les sculpteurs ont prospéré dans cette atmosphère de richesse et de confiance. Mais la victoire a aussi semé les graines de futurs conflits. Les rivalités entre Athènes et Sparte, temporairement mises de côté face à la menace perse, ont refait surface avec une vengeance. Athènes, enrichie et puissante grâce à sa marine et à son empire maritime, est devenue de plus en plus arrogante. Sparte, inquiète de la puissance athénienne croissante, a cherché à maintenir l'équilibre traditionnel du pouvoir. Ces tensions ont finalement explosé dans la guerre du Péloponnèse en 431 avant notre ère, un conflit catastrophique de 27 ans qui a déchiré le monde grec. La guerre a été d'une brutalité choquante, détruisant des cités entières, massacrant des populations, créant des atrocités de tous côtés. À la fin, les deux principales puissances grecques étaient épuisées, affaiblies et vulnérables. Cette faiblesse a ouvert la voie à la conquête de la Grèce par Philippe de Macédoine dans les années 350 et 340 avant notre ère, et ensuite aux conquêtes de son fils Alexandre le Grand. Alexandre, ironiquement, a utilisé l'infanterie lourde des Grecs, les héritiers des Hoplites qui avaient combattu à Platée, pour conquérir l'Empire perse lui-même. Quand Alexandre a traversé l'Hellespont en 334 avant notre ère pour commencer sa campagne en Asie, il s'est d'abord rendu à Troie où il a sacrifié aux héros de la guerre de Troie. Il s'est ensuite rendu à Marathon et à Platée pour honorer les Grecs qui avaient défendu leur liberté contre la Perse. Il se voyait comme achevant le travail commencé par ses anciens héros, vengeant définitivement les invasions perses de la Grèce.
Et dans un sens, il a réussi. Alexandre a détruit l'Empire perse, a tué le dernier roi Achéménide, et a répandu la culture grecque à travers tout le Proche-Orient. Mais dans un autre sens, il a trahi l'héritage de Platée. Les Grecs à Platée se battaient pour la liberté, pour le droit de leur cité à se gouverner elle-même. Alexandre construisait un empire, imposant son règne sur des millions de personnes qui n'avaient pas voix au chapitre. Leçon de Platée. Que pouvons-nous apprendre de Platée, plus de 2400 ans après la bataille? Dans un sens, c'est juste une bataille parmi des milliers dans l'histoire humaine. Des armées se sont affrontées, des hommes sont morts, un côté a gagné et l'autre a perdu. Mais dans un autre sens, Platée représente quelque chose de plus profond, quelque chose qui résonne encore aujourd'hui. C'est une histoire sur le pouvoir de l'unité face à une menace existentielle. Les cités grecques étaient notoirement contentieuses et divisées. Elles se battaient constamment entre elles pour des questions de territoire, de commerce, d'honneur. Mais quand une menace extérieure a émergé qui menaçait leur existence même, elles ont réussi à mettre de côté leurs différences et à travailler ensemble. Cette unité n'était pas facile. Il y a eu d'énormes débats à Sparte sur s'ils devaient sortir du Péloponnèse pour combattre. Les Athéniens ont failli accepter l'offre de paix de Mardonio. Pendant la bataille elle-même, le commandant spartiate Amonpharéto a presque provoqué un désastre en refusant de se retirer. À chaque étape, l'alliance grecque était au bord de l'effondrement. Mais en fin de compte, ils ont tenu ensemble. Et cette unité, aussi fragile et imparfaite soit-elle, a fait toute la différence. Les Perses avaient plus d'hommes, plus de ressources, un empire qui s'étendait sur des continents. Mais les Grecs avaient quelque chose de plus précieux, un objectif partagé et la volonté de tout sacrifier pour l'atteindre. C'est aussi une histoire sur le courage face à des chances écrasantes. Les 300 Spartiates aux Thermopyles savaient qu'ils allaient mourir. Ils auraient pu fuir, chercher la sécurité. Personne ne les aurait blâmés. Mais ils sont restés, ont combattu, et sont morts jusqu'au dernier homme. Et ce faisant, ils ont inspiré toute une nation à continuer le combat. Les hoplites grecs à Platée affrontaient une armée plusieurs fois plus grande que la leur, commandée par l'un des meilleurs généraux du monde. Ils auraient pu perdre espoir, paniquer, se disperser. Mais ils ont tenu la ligne. Ils ont fait confiance à leurs camarades, ont fait confiance à leurs commandants, ont fait confiance à leur entraînement. Et quand le moment crucial est venu, ils ont avancé dans la bataille avec courage et discipline. C'est enfin une histoire sur les valeurs pour lesquelles nous sommes prêts à combattre. Les Perses offraient aux Grecs la paix, la prospérité, une place dans le plus grand empire du monde. Tout ce qu'ils devaient faire était de se soumettre, d'accepter la domination perse, de renoncer à leur indépendance. Mais les Grecs ont refusé. Ils ont choisi la guerre plutôt que la soumission, le danger plutôt que la sécurité, la liberté plutôt que la paix. C'était un choix extraordinaire, un choix qui a façonné le cours de la civilisation occidentale. Parce que sans la victoire grecque à Platée, il n'y aurait pas eu de démocratie athénienne pour inspirer les révolutions futures. Il n'y aurait pas eu de philosophie grecque pour façonner la pensée occidentale. Il n'y aurait pas eu de tradition grecque de liberté individuelle et de participation civique. Les ombres de l'histoire. Bien sûr, nous devons être prudents en romantisant trop les Grecs anciens. Ils n'étaient pas des démocrates parfaits ou des champions de la liberté au sens moderne. Les femmes n'avaient pratiquement aucun droit. L'esclavage était omniprésent. Les métèques, les résidents étrangers, étaient des citoyens de seconde classe. La démocratie athénienne n'incluait qu'une fraction de la population totale de la cité. Sparte, en particulier, était une société militariste brutale construite sur le dos des ilotes, les serfs qui travaillaient les terres spartiates et vivaient dans une peur constante de violence et de répression. Les jeunes garçons spartiates étaient arrachés à leur famille à l'âge de 7 ans et soumis à un régime d'entraînement brutal qui tuerait parfois les faibles. Les hommes spartiates passaient leur vie dans des casernes militaires, séparés de leur famille, consacrant chaque instant à l'art de la guerre. Et les Grecs pouvaient être tout aussi impitoyables envers leurs ennemis que n'importe quel empire. Pendant les guerres perses elles-mêmes, les Athéniens ont massacré toute la population masculine de plusieurs cités qui avaient collaboré avec les Perses, vendant les femmes et les enfants en esclavage. Plus tard, pendant la guerre du Péloponnèse, les Athéniens ont détruit l'île de Mélo, tuant tous les hommes et asservissant les femmes et les enfants, simplement parce que Mélo voulait rester neutre. Donc les Grecs n'étaient pas des saints. Ils étaient des êtres humains, avec toutes les contradictions, les cruautés, et les échecs moraux que cela implique. Mais malgré tous leurs défauts, ils ont néanmoins créé quelque chose de remarquable. Ils ont développé l'idée que les citoyens ordinaires pouvaient et devaient participer au gouvernement de leur communauté. Ils ont valorisé la pensée critique, le débat ouvert, la recherche de la vérité par la raison plutôt que par l'autorité. Ils ont créé de l'art, de la littérature, et de la philosophie qui nous inspirent encore aujourd'hui. Et à Platée, ils ont prouvé que ces valeurs valaient la peine de se battre et de mourir pour elles. Face au plus grand empire que le monde ait jamais vu, face à une armée qui semblait invincible, ils ont tenu bon.
Ils ont refusé de se soumettre. Et contre toute attente, ils ont gagné. Le dernier cri de bataille. Imaginez une dernière fois ces plaines près de Platée. Le soleil se couche maintenant, projetant de longues ombres à travers le champ de bataille. Les combats sont terminés. Le silence, après le tumulte terrible de la bataille, est presque assourdissant. Le sol est couvert de corps. Des milliers et des milliers d'hommes qui étaient vivants ce matin sont maintenant morts. Perses, Mèdes, Bactriens, Grecs, ils gisent ensemble dans la mort, leur rivalité et leur haine maintenant sans importance. Le sang a transformé la terre poussiéreuse en boue. L'air est épais avec l'odeur du fer, de la sueur, et de la mort. Les Grecs survivants marchent parmi les morts, cherchant des amis, des frères, des camarades. Certains pleurent. D'autres restent silencieux, choqués par l'horreur de ce qu'ils ont vu et fait. Ils ont gagné une grande victoire, peut-être la plus grande victoire de l'histoire grecque. Mais la victoire est venue à un prix terrible en souffrances humaines. Pausania se tient sur une colline, regardant le champ de bataille. Il est couvert de sang, épuisé au-delà des mots. Il a 20 ans et il a commandé la plus grande bataille jamais livrée sur le sol grec. Il a vengé son oncle Léonidas. Il a sauvé la Grèce de la conquête perse. Son nom sera chanté dans des chansons pendant des générations. Mais en ce moment, alors que le soleil se couche sur les plaines de Platée, tout ce qu'il peut penser, ce sont les morts. 91 de ses compatriotes spartiates sont tombés aujourd'hui. 91 hommes avec qui il avait grandi, avec qui il avait été formé, avec qui il avait combattu. Chacun d'entre eux était un citoyen spartiate de plein droit, irremplaçable dans une société qui ne comptait que quelques milliers de ces hommes. Il pense à Léonidas et aux 300 aux Thermopyles. Ils ont retenu les Perses pendant 3 jours, ont donné leur vie pour gagner du temps pour que la Grèce puisse se préparer. Et maintenant, 1 an plus tard, cette préparation a porté ses fruits. Les Perses sont vaincus. La Grèce est sauvée. Les 300 ne sont pas morts en vain. Pausania lève les yeux vers le ciel qui s'assombrit. Les premières étoiles commencent à apparaître. Dans la mythologie grecque, les héros qui mouraient avec gloire étaient parfois placés parmi les étoiles, immortalisés dans les constellations. Peut-être que Léonidas et les 300 sont là-haut maintenant, regardant vers le bas, voyant la victoire qu'ils ont rendue possible. Un messager arrive en courant, interrompant ses pensées. Il apporte des nouvelles de Mykale. La flotte grecque a gagné une victoire écrasante le même jour. Les Perses ont été vaincus sur terre et sur mer. C'est vraiment fini. La guerre est gagnée. Pausania hoche la tête lentement. Il ordonne que les morts grecs soient rassemblés et préparés pour l'incinération. Ils auront des funérailles appropriées, avec tous les honneurs dus aux héros. Un tertre funéraire sera érigé ici à Platée, marquant l'endroit où les Spartiates sont tombés. Les générations futures verront ce monument et se souviendront de ce qui s'est passé ici. Il ordonne également que 10% du butin soit mis de côté comme offrande aux dieux. Une magnifique statue de Zeus sera créée et placée à Olympie. La colonne serpentine sera érigée à Delphes, avec les noms de toutes les cités grecques qui ont participé à la bataille. Alors que la nuit tombe complètement sur Platée, des feux de camp commencent à apparaître à travers le champ de bataille. Les Grecs se rassemblent autour de ces feux, partageant de la nourriture et du vin, racontant des histoires de ce qui s'est passé pendant la bataille. Qui s'est battu courageusement. Qui est tombé avec honneur. Qui a accompli des actes de bravoure extraordinaires. Et à travers le camp, une chanson commence à s'élever. C'est un péant, un hymne de victoire chanté par les soldats grecs après la bataille. Les voix se rejoignent, de plus en plus fortes, jusqu'à ce que des milliers d'hommes chantent ensemble, leur mélodie portant à travers les plaines silencieuses. C'est le son de la liberté. Le son d'une victoire durement gagnée. Le son d'hommes qui se sont tenus ensemble contre une force écrasante et ont refusé de céder. Le son qui résonnera à travers l'histoire, inspirant des générations futures à se lever et à combattre pour ce en quoi ils croient. À des milliers de kilomètres, à Suse et Persépolis, les grandes capitales de l'Empire perse, Xerxès recevra bientôt les nouvelles du désastre. Son armée détruite, son général mort, ses rêves de conquérir la Grèce en cendres. Il se retirera dans son palais, entouré de luxe mais hanté par l'échec. L'Empire perse survivra pendant plus d'1 siècle, mais il ne tentera plus jamais de conquérir la Grèce. Et en Grèce, la vie continuera. Les fermiers retourneront à leurs champs. Les marchands reprendront leur commerce. Les artistes créeront leurs œuvres. Les philosophes débattront de leurs idées. La démocratie s'épanouira à Athènes. Des temples magnifiques s'élèveront sur l'acropole. Des pièces de théâtre seront jouées qui seront représentées pendant des millénaires. La philosophie prendra forme qui façonnera la pensée occidentale pour toujours. Tout cela, rendu possible par les hommes qui se sont tenus à Platée et ont refusé de se soumettre. Par les 10 000 Spartiates et leurs alliés qui ont vengé les 300. Par Pausania qui a mené avec sagesse malgré sa jeunesse. Par Aristide qui a combattu avec honneur et justice. Par Arimnesto qui a lancé la pierre qui a tué Mardonio.
par les dizaines de milliers d'hoplites grecs qui ont tenu la ligne quand tout semblait perdu. Ils étaient des hommes ordinaires, la plupart d'entre eux. Des fermiers, des marchands, des artisans. Ils n'étaient pas des surhommes, pas des héros mythologiques. Ils avaient peur, comme tout le monde aurait peur face à une telle armée ennemie. Mais ils ont surmonté leur peur. Ils ont tenu bon. Ils ont combattu. Et ils ont gagné. C'est le véritable héritage de Platée. Pas seulement une victoire militaire, aussi importante soit-elle, mais une démonstration de ce que les gens ordinaires peuvent accomplir quand ils sont unis par un objectif commun, quand ils croient en quelque chose qui vaut plus que leur propre vie, quand ils refusent de céder face à l'oppression. Ce message a résonné à travers les siècles. Quand les révolutionnaires américains ont combattu l'Empire britannique, ils se sont inspirés des Grecs anciens qui avaient défié l'Empire perse. Quand les résistants de la Seconde Guerre mondiale ont combattu les nazis, ils ont trouvé de l'inspiration dans les histoires des 300 aux Thermopyles et de la victoire à Platée. À chaque fois qu'un peuple s'est levé contre l'oppression, à chaque fois qu'une petite nation a défié un grand empire, l'esprit de Platée était là. Un dernier regard. Alors que nous concluons cette histoire, il est important de se rappeler que l'histoire n'est pas seulement une question de grands événements et de personnages célèbres. C'est aussi une question de personnes individuelles, d'innombrables vies individuelles qui sont tissées ensemble pour créer le tissu de la civilisation humaine. Chaque homme qui est mort à Platée avait une histoire. Il avait une mère qui l'avait porté et lui avait donné naissance. Il avait peut-être une épouse qui l'attendait à la maison, des enfants qui voulaient que leur père revienne. Il avait des amis, des rêves, des espoirs, des peurs. Il était une personne unique et irremplaçable, et sa mort était une tragédie pour ceux qui l'aimaient. Nous ne connaissons les noms que de quelques-uns d'entre eux. Pausania, Aristide, Arimnesto, quelques autres. Mais il y avait des dizaines de milliers d'autres hommes qui se sont battus ce jour-là, dont les noms n'ont jamais été enregistrés dans les livres d'histoire mais dont les actions ont été tout aussi importantes pour le résultat de la bataille. Le hoplite athénien qui a tenu la ligne même quand les flèches perses tombaient autour de lui. Le spartiate qui a poussé son camarade blessé hors du chemin du danger. Le tégéate qui a brisé sa lance mais a continué à se battre avec son épée. Le corinthien qui a escaladé les murs du camp perse. Chacun d'eux était un héros, même si aucune chanson n'a jamais été chantée sur eux. Et du côté perse aussi, il y avait des histoires individuelles de courage et de sacrifice. Le garde perse qui est resté aux côtés de Mardonio jusqu'à la fin. Le cavalier qui a chargé encore et encore, essayant de sauver Masistio. L'archer qui a continué à tirer même quand il savait que la bataille était perdue. Eux aussi étaient des hommes avec des familles, des rêves, des vies qui comptaient. La guerre est une tragédie terrible, même quand elle est nécessaire, même quand un côté représente clairement une cause plus juste que l'autre. Chaque mort à la guerre est une vie coupée court, un potentiel non réalisé, une famille endeuillée. Nous pouvons célébrer la victoire grecque à Platée, mais nous devons également pleurer tous ceux qui sont morts pour l'obtenir. Mais nous devons aussi nous souvenir de ce pourquoi ils se sont battus. La liberté. Le droit de vivre selon ses propres lois, d'adorer ses propres dieux, de participer au gouvernement de sa propre communauté. Ces idées, nées dans les cités grecques antiques, ont façonné le monde moderne. Elles sont imparfaites, incomplètes, souvent mal appliquées. Mais elles représentent quelque chose de fondamental sur la dignité humaine et le potentiel humain. Les hommes qui sont morts à Platée ont donné leur vie pour ces idées. Ils ne savaient pas que leur victoire façonnerait le cours de la civilisation occidentale pendant les 2500 années à venir. Ils se battaient simplement pour protéger leur foyer, leur famille, leur mode de vie. Mais ce faisant, ils ont accompli quelque chose d'extraordinaire. Ils ont prouvé qu'un peuple libre, combattant pour sa propre liberté, peut vaincre une force beaucoup plus grande combattant pour un empereur distant. Ils ont montré que la discipline et l'unité née de la citoyenneté partagée sont plus fortes que la simple obéissance imposée par la crainte d'un despote. Ils ont démontré que les valeurs pour lesquelles nous sommes prêts à mourir sont souvent plus puissantes que toute force militaire. C'est l'héritage durable de Platée. C'est pourquoi, plus de 2000 ans plus tard, nous racontons encore cette histoire. C'est pourquoi les noms de Léonidas, de Pausania, des 300 et des 10 000 résonnent encore à travers les âges. Parce qu'ils nous rappellent ce qui est possible quand les gens ordinaires font des choses extraordinaires. Quand ils se lèvent face à l'oppression. Quand ils refusent de céder face à des champs impossibles. Quand ils choisissent la liberté plutôt que la sécurité, le courage plutôt que le confort, le sacrifice plutôt que la soumission. Ce sont des leçons qui restent pertinentes aujourd'hui, à une époque où la liberté et la démocratie sont encore menacées dans de nombreuses parties du monde. L'esprit de Platée, l'esprit de résistance à l'oppression et de volonté de se battre pour ce qui est juste, est intemporel. Il nous inspire encore, nous guide encore, nous rappelle encore ce qui est possible quand les gens refusent d'abandonner. Alors levons un verre aux héros de Platée. Aux 300 qui sont tombés aux Thermopyles. Aux 10 000 Spartiates qui ont vengé leur mort. Aux dizaines de milliers de Grecs de toutes les cités qui se sont unis face à une menace existentielle.
À Pausania, Aristide, Arimnesto, et tous les autres dont les noms sont perdus dans l'histoire mais dont les actes ont façonné le monde. Ils se sont battus il y a plus de 2400 ans. Mais leur héritage vit encore. Chaque fois que quelqu'un se lève pour la liberté, chaque fois qu'une nation refuse de se soumettre à l'oppression, chaque fois que les gens ordinaires font preuve d'un courage extraordinaire, l'esprit de Platée est là. C'était plus qu'une bataille. C'était un moment décisif dans l'histoire humaine. Un jour où le monde a changé de direction. Un jour où la liberté a triomphé sur l'oppression. Un jour où les citoyens ordinaires ont prouvé qu'ils pouvaient vaincre un empire. C'était le jour de Platée. Et son écho résonne encore aujourd'hui, plus de 2400 ans plus tard, nous rappelant ce qui est possible quand les gens refusent d'abandonner, quand ils se battent pour ce qui est juste, quand ils choisissent la liberté plutôt que la soumission. C'est l'histoire de la façon dont 10 000 Spartiates ont vengé les 300. Mais c'est plus que cela. C'est l'histoire de la façon dont toute une civilisation s'est levée pour défendre ses valeurs. C'est l'histoire de l'un des moments les plus importants de l'histoire humaine. C'est l'histoire de Platée. Les trésors de la victoire. Dans les jours qui ont suivi la bataille, alors que les Grecs parcouraient le camp perse capturé, ils ont découvert des richesses au-delà de toute imagination. Le camp fortifié n'était pas simplement un campement militaire. C'était une ville temporaire, un centre de commandement, et un dépôt de trésors qui aurait pu rivaliser avec n'importe quelle capitale du monde antique. Les tentes des nobles perses étaient des merveilles d'artisanat. Fabriquées en soie fine importée de Chine, brodées de fils d'or et d'argent, décorées de pierres précieuses, elles étaient plus luxueuses que les maisons de la plupart des rois grecs. À l'intérieur, on trouvait des tapis persans tissés avec une telle finesse qu'ils semblaient être des peintures plutôt que des textiles. Des coussins remplis de plumes d'oie les plus douces. Des braseros en or et en argent pour garder les tentes chaudes pendant les nuits fraîches. La tente de Mardonio lui-même était particulièrement somptueuse. Elle contenait des meubles en bois précieux incrustés d'ivoire et d'or. Des vases en or massif, si lourds qu'un homme pouvait à peine les soulever. Des coupes à boire décorées de scènes de chasse et de guerre. Des armes cérémonielles avec des poignées serties de pierres précieuses. Des vêtements royaux en soie pourpre, la couleur réservée au plus haut rang de la société perse. Mais les trésors ne se limitaient pas aux objets précieux. Il y avait de la nourriture en abondance, déjà remplie de vin fin, des sacs de grains, des épices exotiques importées d'Inde et d'au-delà, du miel, des fruits secs, des viandes salées. Les Perses avaient vécu dans le luxe même en campagne militaire, un contraste frappant avec les rations spartiates de pain noir et de bouillon. Il y avait aussi des chevaux magnifiques, les meilleurs élevés de tout l'empire perse. Ces animaux valaient leur pesant d'or, non seulement pour leur utilité au combat mais aussi comme symbole de statut. Certains de ces chevaux avaient des harnais dorés, des selles décorées de pierreries, des brides incrustées d'argent. Les esclaves et les serviteurs du camp perse représentaient également une forme de richesse dans le monde antique. Des milliers d'hommes et de femmes qui avaient servi l'armée perse sont maintenant devenus la propriété des vainqueurs grecs. Parmi eux se trouvaient des artisans qualifiés, des cuisiniers, des scribes, des médecins, tous capturés vivants. Pausania a ordonné que tout le butin soit rassemblé et inventorié. C'était une tâche monumentale qui a pris plusieurs jours. Quand le compte final a été fait, la valeur totale était stupéfiante. Certains historiens modernes estiment que le butin de Platée pourrait avoir valu plusieurs milliards de dollars en valeur moderne. Conformément à la tradition grecque, 10% du butin a été mis de côté comme offrande aux dieux. Cette portion divine a été utilisée pour créer plusieurs monuments spectaculaires. Le plus célèbre était la colonne serpentine, un pilier de bronze de plus de 5 mètres de haut, composé de 3 serpents entrelacés. Sur le socle de cette colonne, les noms de toutes les 31 cités grecques qui avaient participé à la bataille étaient inscrits pour l'éternité. Cette colonne a été érigée au sanctuaire de Delphes, le centre spirituel du monde grec, où elle est restée pendant près de 1000 ans. Au IVe siècle après notre ère, l'empereur romain Constantin le Grand l'a déplacée à Constantinople pour décorer son hippodrome. Remarquablement, elle se trouve encore là aujourd'hui, dans l'actuel Istanbul, en Turquie. Bien que les têtes de serpents aient été perdues ou détruites au fil des siècles, le corps de la colonne reste intact, un lien physique tangible avec cette bataille antique. Une autre offrande spectaculaire était un trépied en or massif, placé au-dessus de la colonne serpentine. Ce trépied, fondu à partir de l'or perse capturé, brillait au soleil comme un phare, visible à des kilomètres. Hélas, il n'a pas survécu à l'Antiquité, probablement fondu pendant l'une des nombreuses crises financières qui ont secoué le monde grec au cours des siècles suivants. Une statue monumentale de Zeus a également été commandée et placée à Olympie, le site des Jeux olympiques antiques. Cette statue, créée par le sculpteur Anaxagora de Égine, représentait le roi des dieux dans toute sa majesté, un rappel permanent que la victoire grecque avait été rendue possible par la faveur divine. Le reste du butin, après avoir mis de côté la portion des dieux, a été divisé entre les cités grecques qui avaient participé à la bataille. La distribution n'était pas égale.
Sparte, en tant que leader de l'Alliance et contributeur du plus grand contingent, a reçu la plus grande part. Athènes a reçu la deuxième plus grande portion. Les autres cités ont été récompensées proportionnellement à la taille de leur contingent et à leur contribution à la victoire. Certains trésors particulièrement remarquables ont été mis de côté comme souvenir. La cuirasse de Masistio, le commandant de cavalerie perse tué au début du conflit, a été placée dans le temple d'Athéna Polia sur l'acropole athénienne. Elle y est restée pendant des siècles, un trophée de guerre qui rappelait aux Athéniens leur triomphe sur les Perses. Le géographe Pausanias a rapporté l'avoir vue encore exposée au IIe siècle après notre ère, plus de 600 ans après la bataille. L'épée de Mardonio, un acinacé persan finement travaillé, a également été exposée sur l'acropole. Le mangeoire de bronze du cheval de Mardonio, capturé par les Tégéates, a été offerte au temple d'Athéna Aléa à Tégé comme offrande votive. Ces trésors n'étaient pas simplement des souvenirs ou des symboles de victoire. Ils représentaient quelque chose de plus profond. Ils étaient une preuve tangible que les Grecs avaient non seulement survécu à la tempête perse, mais qu'ils avaient triomphé. Ils montraient que les valeurs grecques de liberté, de courage et d'unité étaient supérieures à la richesse et au pouvoir de l'Empire perse. Plus pratiquement, les richesses capturées à Platée ont fourni un coup de pouce économique énorme aux cités grecques appauvries par des années de guerre. Athènes, en particulier, a utilisé sa part du butin pour commencer à reconstruire ce qui avait été détruit par les Perses. Les fonds ont aidé à financer la reconstruction des temples sur l'acropole, y compris le Parthénon qui serait construit quelques décennies plus tard. Platée n'était pas seulement une vengeance brutale, c'était le triomphe de la démocratie et de la phalange sur la horde impériale. Les ombres des Thermopyles étaient apaisées, et la Grèce entrait dans une nouvelle ère de gloire. Si cette histoire de vengeance épique vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour plus de récits historiques captivants. Likez la vidéo si vous avez aimé, et laissez en commentaire vos idées de vidéos, quelle bataille antique voulez-vous voir ensuite? Merci d'avoir regardé, et à bientôt.